Merci. Bonjour à tous. Je suis Lamine Guillamer, je suis chercheur en mécanique des sols au CEREMA. Je voudrais remercier le CFMS pour cette invitation et à vous pour votre présence. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des solutions en développement au CEREMA avec nos partenaires pour l'adaptation face à l'évolution du phénomène RGA dans le contexte du changement climatique. Donc le plan de la présentation est ce que vous voyez sur l'écran. Je vais commencer rapidement par vous présenter notre nouvelle structuration au CEREMA avec un groupe de recherche dédié au retrait-gonflement des sols argileux. Parler un peu de l'évolution du phénomène dans le contexte du changement climatique et comment nous on le prend en compte. Les impacts de la sécheresse sur les maisons et les routes, puisqu'on ne travaille pas que sur les maisons individuelles. Et ensuite, vous faire un retour d'expérience sur les expérimentations et sur les solutions d'adaptation sur lesquelles on travaille depuis quelques années. Et à la fin, je ferai juste une présentation rapide des deux projets lauréats du CEREMA avec nos partenaires, César et CFRGA. Notre groupe de recherche axé sur le retrait-gonflement travaille essentiellement sur une thématique qui est l'évolution du comportement hydromécanique des sols argileux dans le contexte du changement climatique. Et on l'aborde avec trois volets essentiellement. Donc un volet sur le couplage hydromécanique des sols argileux avec les interactions sol, végétation, atmosphère. Un volet sur la fissuration de dessiccation des sols argileux avec des techniques d'analyse et de caractérisation expérimentale comme la corrélation d'images numériques. Et puis un troisième volet, comme on travaille énormément sur l'échelle in situ, sur des stations d'instrumentation. On collecte énormément de données et donc on va valoriser ces données avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour appuyer aussi les deux volets 1 et 2. Donc vous avez ici à gauche quelques équipements de laboratoire sur lesquels on travaille aujourd'hui. Un DVS, c'est un analyseur de sorption de vapeur qui nous permet à petite échelle de simuler des cycles de séchage et humidification qu'on peut contrôler, donc on peut les modifier. On peut vraiment imaginer le cycle le plus défavorable pour justement tester dans ces conditions. La corrélation d'images numériques, des enceintes climatiques instrumentables, et puis des appareils qui nous permettent de caractériser le sol. On a beaucoup parlé aujourd'hui de courbes de rétention d'eau. C'est des appareils Labros qui nous permettent de la caractériser à l'échelle du laboratoire. Et puis à droite, tout ce qu'on a à l'échelle in situ, où on instrumente à la fois des maisons habitées, sinistrées, des routes départementales essentiellement, des stations d'instrumentation sur des parcelles pour comprendre justement comment le phénomène évolue dans le contexte du changement climatique. Et puis plus récemment, sur une voie ferrée avec SNCF Réseau. Là, je passe au deuxième point sur l'évolution du phénomène dans le contexte du changement climatique. Nous, en tout cas, moi personnellement, je prends l'année 2015 comme année de référence. On peut retrouver ces chiffres davantage sur les chiffres assurantiels parce que les maisons sont assurées, donc on peut voir l'évolution des chiffres de ce que coûte la sécheresse, par exemple, au régime CatNat, et on voit vraiment un changement à partir de cette année post-2015. Donc on peut parler de l'expansion de la sécheresse, on peut parler de l'extension géographique aussi, de l'exposition. Donc les chiffres sur l'exposition des maisons, donc les 10,4 millions, je pense qu'aujourd'hui on en est à beaucoup plus, c'est un chiffre de 2021. La sécheresse donc devient la catastrophe naturelle la plus coûteuse sur les 10 dernières années. Donc on revient sur cette année de 2015 comme année de référence, puisque là la sécheresse dépasse les inondations. La sécheresse s'étend progressivement sur toute la France et ça aussi on peut le voir nettement. Les trois régions de l'Est, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes ont multiplié leur coût de sinistralité sécheresse par 10 post-2015. Et puis donc un autre constat aussi, c'est la propagation de la dessiccation en profondeur dans les sols. Ça on l'a mesuré avec nos instrumentations in situ, ça peut atteindre 3-4 mètres de profondeur. Et puis la sécheresse exceptionnelle de 2022, avec notamment le coût de plus de 3,5 milliards d'euros pour l'assurance multirisque, pour le régime CatNat. Donc rapidement sur ces chiffres, vous les connaissez déjà. Donc ça c'est ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qui est publié. On attend la publication de nouveaux chiffres. Mais en tout cas, entre 2017 et 2021, on voit l'augmentation de la part des maisons, des logements qui sont très exposés au retrait-gonflement, la part fort ou moyen. Et puis un exemple à droite sur la région PACA. Et donc vous le voyez ici, entre 2017 et 2021. En 2017, donc, ça passe à plus d'1 million de logements qui sont exposés au retrait-gonflement des sols argileux. Et donc vous voyez la différence au niveau des cartes.
Ensuite, à l'échelle du laboratoire, nous, justement, comme on travaille à la fois à l'échelle du laboratoire et à l'échelle in situ, on essaie de combiner les données pour justement améliorer la compréhension de cette évolution, avec notamment quelques exemples. Vous avez les données de notre site MacPlus depuis 2022, où on suit avec une station météorologique les données météorologiques, des capteurs dans le sol pour suivre la teneur en eau des sols. Et un autre site sur une route aussi, où on suit la succion du sol sur une planche d'essai, où on a expérimenté une technique. Et puis à droite, c'est ce qu'on obtient sur le DVS que je vous ai montré tout à l'heure, quand on essaye de simuler des cycles de séchage-humidification. Là, c'est des sols qui sont prélevés à la même profondeur, mais à des endroits différents. Et on voit que les conditions initiales sont déterminantes pour le comportement hydromécanique de ces sols. Je passe au troisième point, les impacts de la sécheresse sur les maisons et les routes. Là, je vais faire rapidement parce que c'est quelque chose que vous avez forcément vu. Moi, je reprends de la littérature. Et j'insiste sur l'effet des facteurs de l'environnement proche. Donc, on ne prend pas en compte uniquement l'ouvrage et le sol en place, mais aussi les facteurs de l'environnement proche. Ça a été dit ce matin. Donc, tout ce qui est gestion de l'eau autour de l'ouvrage et gestion de la végétation. Donc là, je vous cite les maisons et les routes, mais aujourd'hui, ça s'étend à plus d'ouvrages que ça. Ça touche aussi les pistes cyclables, ça touche les voies ferrées, ça touche les ouvrages en terre, digues et barrages. Donc du moment où on a des sols sensibles à ce phénomène, on va avoir des dommages au niveau des structures qui sont construites sur ce type de sol. Et puis une chose aussi qui est la nature des sols, ça veut dire qu'aujourd'hui, le phénomène, comme il augmente en intensité, il ne touche pas que les sols A3, A4, il peut toucher aussi des sols peu argileux plastiques de type A2 par exemple, et provoquer aussi des dommages. Donc sur les facteurs de l'environnement proche, vous voyez ici la gestion de l'eau, les facteurs de gestion de l'eau en général, les eaux pluviales, les eaux usées, les réseaux, le ruissellement des eaux pluviales quand c'est des terrains en pente. Et puis vous avez des photos de cas réels ici où on a carrément une piscine qui se forme autour de la maison pendant l'hiver. Parce que justement l'aménagement en gravier favorise la venue d'eau et avec le temps, là, vous ne le voyez pas sur la photo de l'été, mais c'est des crevasses, ça veut dire que c'est des fissures importantes où on peut introduire sa main. Et donc ça favorise la venue d'eau. Et vous le voyez l'été au bout de la photo, qui étaye un peu le mur parce que tout le garage menace de s'effondrer. Et puis donc ça, c'est pour résumer un peu les recommandations qu'on fait, en tout cas sur ces facteurs de l'environnement proche. Donc ça a été dit, le ruissellement quand on est sur un terrain en pente, l'imperméabilisation périmétrique. Le premier diagnostic qu'on peut faire, c'est la recherche des fuites pour justement essayer de rénover les réseaux s'ils sont vétustes, s'ils sont cassés par la venue de racines, de végétation. C'est de les déporter, donc à minima 1,50 m des façades pour justement prévenir les fuites à l'avenir. Et puis tout ce qui est végétation, l'éloignement, aujourd'hui en fonction de la distance de sécurité théorique, mais ça dépend de l'essence de l'arbre. Ça aussi, il y a des études qui montrent le degré d'agressivité d'une essence par rapport à une autre. Et donc c'est des chiffres, c'est des statistiques plutôt du Royaume-Uni. Ensuite, sur les routes, donc il y a des études, il y a des expérimentations qui ont été faites dans le passé. Celle-ci date de 2009, instrumenter un demi-profil de chaussée avec des capteurs, des sondes qui mesurent la succion jusqu'à 4 mètres de profondeur. Et on le voit ici, en fonction de la période humide jusqu'à la période de sécheresse, la dessiccation commence à partir du sol sous accotement et a tendance à se propager vers le centre de chaussée sans l'atteindre parce que justement la couche de roulement apporte une imperméabilisation qui fait que cette zone reste protégée. Et donc pour voir le schéma de Magnan qui est très simple à voir et à comprendre, par symétrie on voit les zones desséchées et les zones protégées. Et nous, tous les travaux qu'on fait, on les base sur cette optimisation. Ça veut dire qu'on traite essentiellement les zones desséchées prioritairement. Donc ça permet aussi d'optimiser le coût des travaux pour essayer de stabiliser la teneur en eau à ces niveaux-là. Et donc on a parlé tout à l'heure de la sécheresse exceptionnelle 2022. Vous voyez les deux photos ici. Elles ont été prises dans le même endroit, avril et septembre 2022. Et vous voyez l'état des fissures donc, qui étaient déjà pontées. Elles se rouvrent et davantage.
Je passe au quatrième point sur les solutions en développement au CEREMA et je commence par la maison confortée par humidification. Donc une première expérimentation a été faite entre 2016 et 2020 sur une maison dans le Loir-et-Cher, à Mer, dans la commune de Mer, avec le premier prototype qui ne ressemble pas à ce schéma de principe, puisque à l'époque c'était des cuves hors sol. On récupère l'eau de pluie. Le principe, c'est récupérer l'eau de pluie et ensuite, pendant les périodes humides, bien sûr, et la diffuser autour des fondations, des façades à conforter, puisqu'on ne le fait pas systématiquement sur tout autour de la maison. On identifie les façades à conforter et on diffuse cette eau quand c'est nécessaire. Donc on a des capteurs qui nous indiquent l'état de dessiccation des sols. Et donc quand on dépasse un certain seuil critique qu'on définit en fonction de la nature des sols, en fonction de la courbe de rétention d'eau, on diffuse l'eau pour rééquilibrer l'état hydrique. Et donc ce qu'on voit à travers les résultats à gauche, par rapport à la courbe rouge, c'est une courbe d'évolution d'une fissure qui se trouve dans une des façades à conforter. C'est qu'avec la réhydratation, on stabilise, on empêche l'ouverture de cette fissure pendant la période de sécheresse. Et donc là, on a les périodes assez significatives entre 2017 et 2020. Et donc vous voyez aussi le volume d'eau qui a été nécessaire pour stabiliser cette fissure pendant toute cette période, enfin pendant ces 4 années de retour d'expérience. Et donc à partir de ce retour d'expérience, l'objectif c'est que la réhydratation équilibre l'état hydrique du sol et donc empêche les fissures existantes de s'aggraver. Et donc on n'a pas observé aussi l'apparition de nouvelles fissures. Donc à partir de là, on travaille sur comment améliorer le dispositif, comment l'automatiser, puisqu'initialement c'était manuel. Donc on appelle le propriétaire et le propriétaire ouvre la vanne, il y a un doseur, il y a de l'eau qui se diffuse et on le fait donc régulièrement pendant la période estivale. Donc là, comment l'améliorer, comment l'automatiser, comment le simplifier pour le rendre encore davantage accessible. Donc on travaille sur plusieurs alternatives, enfin plusieurs prototypes. Le prototype Mac+, ça c'est un développement interne CEREMA. On essaye de s'affranchir des capteurs que vous voyez ici dans le sol, grâce à l'intelligence artificielle, comment on peut corréler ce qui se passe dans le sol avec les données météorologiques pour pouvoir demain asservir la pompe et le déclenchement de la réhydratation uniquement à travers des données météorologiques. Donc ça veut dire que c'est un gain d'argent sur l'achat des capteurs, sur leur installation, sur leur entretien aussi, puisqu'il faudra les déterrer, les remplacer si nécessaire. Donc on travaille sur ce volet-là, donc recherche et développement, et dont les résultats que vous voyez ici en bas sont issus de ce projet. Et donc d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir sur les résultats obtenus entre 2021 et 2024, c'est qu'on a la sécheresse 2022 qu'on a mesurée avec des tensiomètres, et sans réhydratation, parce qu'à l'époque, le dispositif n'était pas encore mis en place. Et donc, on voit la différence, on voit jusqu'à quel niveau de dessiccation peut atteindre le sol quand on a une sécheresse exceptionnelle comme celle de 2022. Et puis, en 2023 et en 2024, les barres bleues que vous voyez, c'est la réhydratation qu'on fait. Donc là aussi, c'est pareil, ça veut dire c'est des tests, ça veut dire que le volume à injecter n'est pas constant. C'est ce qu'on a cherché à identifier, notamment pour comprendre justement quel est le niveau d'eau suffisant pour remonter, pour diminuer l'effet de la dessiccation et sur combien de temps. Donc voilà, ça c'est les chiffres qu'on a mesurés sur la station d'instrumentation. Et un autre volet aussi, c'est la reproductibilité. Est-ce que ce dispositif, si je l'installe ailleurs, dans le sud, avec une nature de sol différente, sur une maison avec une configuration de l'environnement proche différente, est-ce que ça va marcher? Donc pour faire ça, on a un partenariat avec Covea, qui regroupe les 3 marques MMA, GMF et MAF, avec qui donc on va installer ce dispositif dans une trentaine de maisons, et donc ça fait partie aussi du projet Initiative Sécheresse. Vous l'avez vu ce matin, la réhydratation des sols, donc le dispositif MAC fait partie. L'objectif, c'est de l'installer sur une trentaine de maisons à travers toute la France pour pouvoir justement vérifier la reproductibilité. Donc là, par exemple, vous avez à droite les photos de la toute première maison qui a été instrumentée. Elle est dans la Vienne, elle est à côté de Poitiers, avec ce dispositif. Et donc on instrumente, il y a une instrumentation pilote, donc qui pilote l'asservissement, c'est ce que vous voyez sur la photo où il y a le bassin bleu, et puis il y a une instrumentation de suivi, donc ça c'est tous les fissuromètres qu'on met sur les fissures existantes, des capteurs de teneur en eau aussi supplémentaires qu'on met dans le sol pour justement documenter davantage l'expérimentation.
Donc je passe à un autre volet qui est les routes. Donc le CEREMA travaille sur les routes depuis plusieurs années. Donc depuis 2017, on a monté un observatoire des routes sinistrées par la sécheresse dans la région Centre-Val de Loire, avec les départements que vous voyez ici comme partenaires. Quelques chiffres depuis 2017. Donc vous voyez 1,9 million d'euros dépensés, à la fois en études, en travaux, en instrumentation, ce qui nous a permis d'avoir un retour d'expérience sur les 16 solutions, dont 8 procédés qu'on a expérimentés jusqu'ici. Et au total, donc quand on additionne les portions de route, on est à 2,6 km de route confortée. Et le planning est le même. Donc, sur 5 ans, une première année, donc on recherche le site pilote, on identifie la technique à expérimenter, on réalise les travaux, on lance le suivi pendant 3 ans et on valorise à la fin, donc on capitalise les résultats. Donc, pour synthétiser ce qu'on a expérimenté jusqu'ici, on a classé les solutions selon sur quoi on agit au niveau de la structure de chaussée, puisqu'il y a l'ouvrage, il y a le sol, il y a l'environnement proche. Donc, solution de catégorie 1, c'est quand on agit sur la structure de chaussée pour essayer de la renforcer, pour essayer de freiner en quelque sorte ou à ralentir ou limiter l'apparition des dommages. Comme par exemple les solutions de géogris, ou encore récemment on a testé les blocs de compostyrène qui sont plutôt destinés au sol compressible dans le contexte du RGA. Ce qu'il faut, là je ne vais pas le détailler, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on a décaissé sur 1 mètre de profondeur, donc il faut imaginer le coût des travaux, l'empreinte carbone derrière, pour pouvoir mettre des blocs de compostyrène avec toutes les difficultés qui sont à mettre en œuvre. À la fois la dalle en béton armé qui déborde sur 50 cm sur l'accotement, qui d'ailleurs, on a constaté que quelques années après, enfin une année après, ça a cassé au niveau des jonctions des planches traitées et des planches non traitées, ce qui est normal, parce que vous avez des sollicitations de trafic qui font que la dalle, elle est cisaillée, et donc on a une rupture nette transversalement. Ensuite, on a des solutions de catégorie 2, donc là on agit sur les facteurs de l'environnement proche. Donc on a testé les écrans anti-racines, donc c'est ce qu'on appelle nous encapsulage avec l'imperméabilisation apportée par la couche de roulement. Donc on fait une étanchéification verticale avec une géomembrane, donc on appelle ça encapsulage, et ça existe aussi dans la littérature. Donc ça on l'a essayé, je vais en parler juste après. L'étanchéification horizontale des accotements, un peu comme les trottoirs périmétriques. Là on les teste aussi sur les accotements avec géomembrane et avec enduit de surface. Et puis étanchéification verticale avec injection de résine expansive, ça c'est quelque chose qu'on a testé aussi dans l'Indre-et-Loire. Et puis des solutions de catégorie 3, donc ça c'est le traitement des sols, on a parlé tout à l'heure sur le potassium. Nous on a essayé le produit de Keller, le Remedia Clay, qui est basé aussi sur le potassium, je vais en parler à la fin. Et puis la biocimentation de Midusoil. Midusoil c'est une start-up ou une entreprise suisse qui a été développée à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, où on a aussi fait une expérimentation en 2023 sur une route. Donc je ne vais pas vous faire un retour d'expérience de toutes les solutions, il faudra plus d'1 heure pour faire la présentation. Je vais juste passer rapidement. Je vous ai parlé de l'encapsulage, les écrans anti-racines. Nous, on les a testés dans cette configuration-là. Vous le voyez, il y a un encastrement de 50 cm sur la couche de roulement. Ensuite, il y a la géomembrane qui a été descendue jusqu'à 2 profondeurs, 2 mètres et 2,50 m. Et on va voir le résultat juste après. Donc la mise en œuvre, vous le voyez, hein, c'est une tranchée avec une pelle mécanique. Et ensuite, le sol en place a été remis et a été compacté. Donc ça, c'est le retour. Alors, ce qui est dommage dans cette expérimentation, c'est qu'il n'y a pas eu d'instrumentation. Ça aurait été bien, c'était en 2018, donc ça aurait été bien d'avoir une instrumentation pour quantifier ce retour d'expérience, mais ça n'a pas été mis en place. Donc là, ce qu'on regarde ici, c'est uniquement un retour d'expérience visuelle. Donc vous le voyez ici, elles sont délimitées les 2 planches. Une planche à 2,50 m, c'est celle qui est en haut. Une planche à 2 mètres de profondeur, celle qui est en bas. Les lignes rouges, c'est là où les fissures sont réapparues, la sécheresse qui a suivi les travaux. C'est-à-dire que les travaux ont été faits en 2018, septembre 2018. La sécheresse 2019, c'est ce que vous voyez ici, là où j'ai introduit ma main, des fissures importantes, des tassements différentiels importants. Donc ça veut dire que jusqu'à 2,50 m de profondeur, ce n'est pas suffisant quand on a un contexte boisé, la zone de boisé très dense qui est à proximité. Et d'ailleurs, le constat qu'on fait, c'est qu'en dehors de la zone boisée, il n'y a rien à signaler. Donc c'est pour ça que je mettais en rouge
l'état des dommages. Et sur tout le front de la zone boisée, on a des dommages. Et de ce côté-là, côté champ, là où il y a des arbres, on a des dommages. On a des fissures qui commencent à apparaître, donc pas de tassement différentiel jusqu'ici, mais ça s'est bien fissuré. Un autre constat aussi, c'est que l'encastrement n'était pas aussi efficace parce que on a eu une cassure nette au niveau de la bordure. Donc tout ce qui est encastrement, ça ne marche pas quand on a un retrait-gonflement qui s'opère. Je passe à l'étanchéification horizontale des accotements avec deux techniques, imperméabilisation avec géomembrane, donc ça s'apparente aussi avec ce qu'on fait sur les maisons, et par enduit de surface. Donc première planche d'essai, on a conforté un seul côté parce que l'autre côté, il n'était pas déjà endommagé quand on a fait l'état des lieux initial. Pourquoi? Parce que tout simplement, le front de végétation était éloigné d'une vingtaine de mètres parce qu'il y a une ligne moyenne tension qui passe par là. Donc on l'a quand même instrumenté, donc c'est ce que vous voyez ici à droite, pour essayer d'avoir un côté témoin et un côté conforté. Donc vous voyez comment on constitue le sandwich pour l'imperméabilisation. Donc on fait une GNT sur 15 cm, la géomembrane et ensuite de la terre végétale sur 15 cm. Le but c'est de rendre l'état après confortement comme si de rien n'était pour éviter justement des accidents, des usagers qui roulent sur cette bande. Et ensuite, donc, vous voyez les fossés, ça aussi c'est un problème au niveau des routes, parce que plus ils sont larges, plus ils sont profonds, plus ils sont exposés à l'évapotranspiration et donc à la dessiccation. Nous, on les reprofile et on fait des cunettes d'évacuation, uniquement ce qu'il faut pour évacuer les eaux de pluie. Et donc, ce qui est à noter aussi, parce que je vais vous présenter les résultats après, mais notez qu'on a de la végétation très dense de part et d'autre et qui est à proximité. Et là, on n'a pas fait de confinement avec... aussi une imperméabilisation verticale. On n'a fait qu'une perméabilisation horizontale. Donc ça, c'est les résultats en termes de dessiccation. Donc c'est les capteurs, c'est les sondes Watermark d'ailleurs, avec leurs limites. Même si le coût est très intéressant, mais avec leurs limites, ils ont l'effet de seuil à 250 kPa. Et puis la longévité aussi, on ne peut pas se fier pendant plusieurs années. Mais c'est économique, ça coûte une trentaine d'euros, donc on en fait une vingtaine. Donc on a commencé avec ça. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est le point sous l'imperméabilisation et le point ici sur le côté témoin. Donc le côté témoin, c'est la courbe rouge ici pour comparer, pour faire un rapide. Et le point qui est sous l'imperméabilisation, c'est le bleu. Donc ça veut dire quoi? Par rapport à la végétation tout à l'heure, ça veut dire que quand on fait une imperméabilisation, on n'annule pas la dessiccation. La dessiccation, elle va se faire, y compris avec les racines des végétaux à proximité. Sauf que ce qu'on constate, c'est que sur la partie imperméabilisée, on a retardé déjà la montée en dessiccation. Et puis, donc, on limite donc, l'effet de cette dessiccation pendant une période de sécheresse. Et là, j'ai bien fait de vous mettre le bilan 2022, puisque c'est une sécheresse référence. Donc ça, c'est l'avantage, en tout cas, de cette imperméabilisation. Et sur la route, on n'a observé aucune fissure, aucune déformation jusqu'à aujourd'hui. Et le chantier a été fait en septembre 2019. L'autre imperméabilisation, c'est avec un enduit de surface. Ceux qui sont dans le domaine des routes connaissent. Donc là, le sandwich, c'est une GNT 15 cm, un calcaire granulaire, et ensuite la couche d'imprégnation qui fait office d'imperméabilisation, et ensuite de la terre végétale pour justement remettre le terrain comme il était avant. On est sur 300 mètres, on est conforté des deux côtés de la même façon, instrumenté des deux côtés, et on a une zone boisée dense des deux côtés aussi. Et donc là, quand on regarde les résultats, on voit qu'il y a quand même une dessiccation, mais en termes de dommages, d'incidence, conséquences sur la route, pas de fissuration, pas de déformation depuis 2019. Et donc si on compare les deux, donc la première tout en haut, c'est celle avec l'imperméabilisation avec la géomembrane, et en bas, celle avec l'imprégnation avec l'enduit de surface. Vous voyez ici le résultat, la synthèse de 2021 jusqu'en 2023. Et donc on le voit ici que 2021, ce n'était pas une sécheresse importante. Là, vous voyez le niveau de dessiccation qui a été enregistré. Et puis, pardon, c'était 2020, 2021 et 2022. Et donc 2022 qui est une sécheresse exceptionnelle avec des niveaux de dessiccation importants. Et donc la conclusion de cette expérimentation, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun dommage et on continue à suivre ces expérimentations et on n'observe pas de dommages ou de déformations.
Donc cette démarche, aujourd'hui, on l'a déjà étendue à l'échelle nationale, puisque aujourd'hui, il y a des expérimentations de ce type-là, soit les mêmes solutions qui sont expérimentées dans d'autres départements, dans d'autres conditions, soit de nouvelles solutions qui sont expérimentées un peu ailleurs. Pourquoi? Parce que les départements sont preneurs, ils nous demandent de les assister pour expérimenter, ils sont preneurs aussi pour financer, parce que je ne l'ai pas précisé au départ, mais les travaux entièrement et l'instrumentation sont financés par les départements. Donc ils sont aussi moteurs, ils sont acteurs pour financer ces travaux de recherche. Donc vous les voyez ici, tous les départements qui sont partenaires à ce jour, pour expérimenter pas mal de solutions. En Vendée, on est pas mal avancé aussi avec des expérimentations depuis plus de 3 ans, où différents types de solutions ont été testées. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de créer un observatoire national des routes sinistrées par la sécheresse, qui sera piloté par le CEREMA, et puis capitaliser le retour d'expérience depuis plusieurs années dans un guide qui sera rédigé, qui sera élaboré par le CEREMA et l'IDRIM. Pourquoi? Parce que cette thématique, elle ne touche pas que les routes départementales, ça touche aussi les autoroutes dans certaines configurations, comme par exemple l'autoroute A31 qui relie Nancy et Metz. C'est comme si on avait 2 routes départementales en parallèle. Pourquoi? Parce que le terre-plein central est un terrain qui est exposé à la dessiccation aussi. Et donc ça fait que, comme si on avait 2 routes départementales en parallèle. Je peux encore continuer? J'ai encore un peu de temps? Ouais. Parce que je sais que je peux déborder facilement. Donc, des maisons aux routes, je passe aux voies ferrées. Donc, ça, c'est le dernier retour d'expérience. Il est tout récent, 2024, donc je vais vous présenter la démarche. Donc, l'expérimentation, elle se porte sur la ligne Brive-Toulouse, où donc sur cette section-là, sur cette tranche-là de voie ferrée, elle est exposée au retrait-gonflement. Donc, on a fait une étude de sol, donc on a bien confirmé le caractère argileux, plastique des sols en place. Et puis, il y a des facteurs dans l'environnement proche aussi. On en trouve même dans les voies ferrées, puisqu'elles se trouvent en contrebas d'un champ, donc d'une pente, d'un champ. Donc, on a à la fois l'eau de ruissellement, on a l'eau de l'irrigation. Et les ouvrages hydrauliques les 2 ouvrages hydrauliques qui sont sur cette portion-là, ils étaient bouchés, parce que nous, quand on a visité en mars, c'était rempli d'eau, alors que c'est pas normal et il faudrait que ça draine. Donc, il y a pas mal de facteurs. Et donc, le SNCF Réseau, qu'on a accompagné dans le cadre de ce projet, a fait appel à Keller pour expérimenter leur solution de remédier à clé. Je vous l'ai montré tout à l'heure parce que nous, on l'a déjà testé sur les routes. Et d'ailleurs, c'est en cours d'expérimentation depuis 2021. Sur l'injection de leurs produits. Je passe peut-être directement au produit pour vous le présenter. C'est un mélange d'eau, de potassium et de lénine. C'est un extrait de bois que eux testent aux États-Unis depuis plusieurs années. Et donc, ils ont fait une version remédié à clé européenne pour que ça rentre aussi dans les normes européennes. Donc, ils appellent ça le remédié à clé. Et donc, le principe, ça a été présenté tout à l'heure, mais c'est d'occuper les anions de l'argile, qui est un minéral argileux chargé négativement, avec les cations de la solution pour justement limiter leurs besoins en cations de l'eau. Voilà. Et donc, pour que ça gonfle moins. Donc ça, c'est théoriquement ce qui est recherché. Et donc, quelques mots peut-être sur cette solution, parce que c'est quelque chose qu'on a, nous, expérimenté en laboratoire depuis plusieurs années. Ce qui a été montré tout à l'heure, c'est sur un cycle, voilà, ce que le gonflement est réduit en mettant cette solution. Ça, on l'observe très bien sur le premier cycle, sauf que quand on fait plusieurs cycles de séchage, d'humidification, là, on voit des résultats différents, où là, le gonflement redevient normal, comme si on n'avait pas de traitement. Et donc, la personne qui a posé la question sur le lessivage, eh ben, ça, c'est quelque chose qui est à regarder. Et nous, sur le terrain, c'est ce qu'on va regarder, justement. C'est pour ça qu'on expérimente sur plusieurs années. On va voir est-ce que ces cations-là vont rester, justement, de manière permanente sur les anions de l'argile, ou bien ça va être lessivé. Et donc, il y a besoin de revenir retraiter une nouvelle fois. Donc ça, je passe rapidement, mais c'est le maillage qui a été décidé par l'entreprise pour injecter. Donc vous voyez les 2 profils, les 2 rails, les traverses et donc les points d'injection. Donc il aurait été bien aussi de mettre des points d'injection côté accotement pour justement prévenir l'effet des facteurs de l'environnement proche. Ça n'a pas été fait, donc pour des raisons
pour des raisons autres que je ne vais pas aborder ici. Et donc, cette expérimentation a été mise en place et donc elle va être suivie pendant au moins 3 ans, 3 cycles de sécheresse pour voir ce qu'il en est. Et donc voilà, ça rapidement pour voir. Il y a un contexte de végétation aussi. Donc c'est les 2 planches. Alors là, on a une planche témoin qui n'est pas confortée, c'est en jaune. Et puis en bas, la planche de 80 mètres qui a été traitée et les 2 sont instrumentés. Et donc rapidement, quelques mots sur nos 2 projets lauréats à l'appel à projet ADEME. Le projet César, donc Sophie a présenté une partie ce matin, et le projet CFRGA. Donc le premier, c'est plutôt en phase amont pour étendre le réseau d'instrumentation qui mesure le taux d'humidité des sols, puisqu'aujourd'hui, en fait, l'idée est partie de ce constat-là, c'est qu'il n'y a que 19 stations de Météo France qui mesurent le taux d'humidité des sols en France. Et elles sont toutes localisées à côté de Toulouse, et elles le mesurent uniquement à 30 cm de profondeur. Donc, l'idée, c'est de corréler ce qui se passe dans la météo pour caractériser le changement climatique et ce qui se passe dans le sol, la réponse du sol. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé ce projet-là, qui va servir à la fois Météo France pour l'indice d'humidité des sols, mais aussi les agriculteurs et les services de secours, parce que ce qu'on va mettre en place, c'est une plateforme où on mesure en continu et en temps réel l'évolution de la dessiccation des sols jusqu'à 2 mètres de profondeur. Donc on va commencer par une 50aine de sites parce qu'on est limité par le budget et donc l'instrumentation ça coûte de l'argent et donc il faut commencer au moins par une 50aine de sites. Donc études de sol, analyse labo, stations d'instrumentation, différents types de capteurs. Ça c'est des sites qu'on va rechercher, qu'on va instrumenter. L'objectif est double, prévention, adaptation. Donc prévention, c'est l'outil César qui va être déployé. Donc chacun de vous pourra consulter le niveau de dessiccation des sols en fonction de la représentativité qu'on aura fait. Et puis adaptation, donc le dispositif MAC, on va l'installer sur quelques-uns de ces sites. Et puis, donc, je passe rapidement. Le projet CFRGA, donc c'est un partenariat entre le CEREMA, l'Agence Qualité Construction, la Compagnie des Experts, le Bureau d'études géotechniques Fondasol et l'Université d'Orléans. Donc l'objectif, c'est à la fois un volet de remédiation testé 2 solutions, donc ajout de sable et de sel et ajout de lait de chaux, et puis un volet préventif où on va tester les solutions horizontales, imperméabilisation, gestion des eaux sur des maisons exposées mais non sinistrées. Et ça, c'est un lot qui est piloté par l'Agence Qualité Construction. Et donc la démarche, très rapidement, c'est de travailler à 3 échelles. Échelle laboratoire, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà nous avancé. Échelle WABOX intermédiaire et échelle in situ. Donc échelle in situ, vous connaissez, c'est à l'échelle de l'ouvrage. WABOX, c'est Weather Adapt Box, c'est un conteneur qu'on va développer, donc un conteneur 20 pieds, qu'on va développer comme une enceinte où on essaie de simuler une micro-météo à l'intérieur avec des conditions défavorables pour tester les solutions avant d'aller in situ. Et vous voyez, à chaque fois, il y a une modélisation numérique qui accompagne, qui est faite par l'Université d'Orléans pour essayer d'affiner les paramètres avant d'arriver à l'échelle in situ. Voilà, après, je n'ai pas parlé des thèses, mais pour faire rapidement, il y a des thèses aussi de doctorat qui sont prévues dans le cadre des 2 projets. Et merci pour votre attention.